Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Après une mobilisation plutôt calme le 10 septembre, les forces de l'ordre redoutent un climat différent pour la mobilisation de demain. 900 000 manifestants sont attendus et des bouffées de violence sont à prévoir selon le ministère de l'Intérieur. Le défilé parisien et son cortège syndical s'élanceront à 14h de la Bastille pour allier Nation en passant par la place de la République. Côté perturbation, là aussi on passe un cap par rapport à la semaine passée avec des prévisions inquiétantes dans nos transports, nos écoles et dans nos établissements de santé. On fait le point en plateau dans une minute pour vous informer. En culture, l'œuvre de Boris Vian, L'équarrissage pour tous, sera demain et vendredi sur les planches du théâtre Saint-Léon. Aux manettes, une troupe itinérante qui se produit d'habitude au cœur de chantiers consacrés au patrimoine et qui s'essaye à la grande scène parisienne. Ils seront sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France tout à l'heure. De l'art de vivre et une proposition pour vous donner vraiment envie de vous remettre au sport. Infrastructure haut de gamme, coaching personnalisé, cours collectifs dignes des plus prestigieux studios. Vous n'aurez plus aucune excuse, c'est promis. Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, ne prend pas à la légère la mobilisation de demain contre les mesures budgétaires. Les forces de l'ordre sont en ordre de bataille face à ce qui pourrait être une journée noire. Je vous propose qu'on écoute Bruno Retailleau qui s'est exprimé ce matin sur le sujet. Ce sera une journée noire sans doute sur Paris en matière notamment de métro. La SNCF sera sans doute moins touchée. Je m'attends à une mobilisation qui sera très très forte, avec une journée hybride, et ce qui en fait la difficulté. Hybride parce que on risque d'avoir tôt le matin, dans la matinée, des bloqueurs, du sabotage, des groupuscules d'ultra-gauche qui veulent casser et qui sont des ultra-violents. Et on risque d'avoir cette convergence des violents. Les moyens massifs, c'est plus de 80 000 policiers et gendarmes, des moyens technologiques, de drones, mais aussi de Centaures, 24 Centaures. Les Centaures, qu'est-ce que c'est, redites-nous ? Ce sont des engins blindés de la gendarmerie nationale qui permettent de faire face à des troubles les plus graves, des émeutes, etc. Une très forte mobilisation et des risques de débordement, sans même évoquer les perturbations évidentes à venir pour vous qui nous écoutez. On va faire le point avec nos invités en plateau et en visio. Bruno Pomar, vous êtes ex-instructeur du RAID, président du Cercle de pensée Initiative Sécurité Intérieure. Merci beaucoup d'être avec nous pour justement évoquer cette problématique sécuritaire qui entoure la mobilisation de demain. Luc Faré, merci beaucoup également d'être avec nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Et bien sûr Axel Persson, secrétaire général CGT, cheminot de Trappes et Rambouillet. Un grand merci à tous les trois d'être autour de la table. On retrouvera peut-être tout à l'heure notre invité en visio, François Delétraz, pour parler justement des perturbations. Bruno Pomar, ce qu'on comprend, c'est que la semaine passée, finalement, la mobilisation et les perturbations étaient tout à fait raisonnables. Est-ce qu'on doit s'attendre à un cran supérieur et à des débordements plus probables et plus violents ? Oui, il faut penser au pire. Voilà, en matière de sécurité, mais on a une chance, je dirais, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, on peut dire que c'est un succès, même s'il y a eu quelques casses. Quelque part, en matière de maintien de l'ordre, il y a un très beau travail qui a été mené par la préfecture de police et les autorités du ministère de l'Intérieur, ça c'est sûr. L'intérêt de cette manifestation du 18, c'est, je suis content qu'il y ait des représentants syndicaux qui soient là, c'est que les syndicats ont pris en main ces manifestations qui sont déclarées. Et donc organisé. Et donc organisé avec des services d'ordre des syndicats. Moi j'ai participé d'ailleurs il y a très longtemps avec l'UNSA à des services de sécurité lorsque j'étais policier. Et je crois que c'est important de faire ce travail de sécurité globale. Vous savez, on attend tout de la police, mais la police on est là pour faire le maintien de l'ordre, de la sécurité et parfois malheureusement le rétablissement de l'ordre avec les interventions à faire sur les Black Blocs. Là il y a un schéma totalement différent. Pas totalement différent, pareil, mais on a la chance d'avoir, encore une fois, les services d'ordre des syndicats qui ont un rôle important, qui sont un peu le tampon entre police manifestants, les gens qui viennent revendiquer et qui ont le droit, c'est un droit constitutionnel, donc ça c'est important. Nous, les forces de l'ordre sont là pour accompagner ces cortèges-là, et évidemment, à côté, ce qu'a su adapter, je dirais, le ministre de l'Intérieur depuis quelques années, pour essayer de bloquer, je dirais, les Black Blocs. Je pense aux Braves, à toutes ces unités spéciales qui sont là, évidemment, pour intervenir sur les Black Blocs. C'est un vrai problème dans les manifestations parce que faire la différence et le discernement entre les deux, parfois, c'est pas évident parce qu'on sait que les Black Blocs tentent de rentrer dans ces cortèges. Justement, Luc Faré, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Bruno Retailleau évoquait la possibilité, dès le matin, d'avoir des bloqueurs, des casseurs, parfois même des personnes avec cette volonté en tête de cortège dans le cadre de la manifestation qui partira de la place de la Nation. Est-ce que ça brouille le message pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose de difficile à gérer ?
Les Black Blocs, nous, on ne les veut pas dans les manifestations. Et les services d'ordre des organisations syndicales et le travail de nos collègues fonctionnaires policiers pour protéger les manifestants et garantir le droit de manifester, le droit d'être en grève, font partie des bases de notre démocratie. Il faut que ça se passe bien. Et il faut que ça se passe bien, et ça se passera bien. Essayons d'être un peu positifs et de garantir que tous les gens qui vont se déplacer entre la Bastille, la République et Nation puissent le faire en toute sécurité. Et je le redis ici tout à fait sereinement, moi je fais confiance au dispositif et à nos collègues des forces de l'ordre pour assurer cette sécurité et à nos collègues des services d'ordre. En tout cas, le mot d'ordre est très clair de votre côté. Est-ce que vous partagez cet état d'esprit avec cette personne ? Disons que pour nous, les modes d'action qu'on retient avant tout pour nous, ce sera la grève, la cessation du travail et la manifestation de masse. Après, ce ne sera pas une nouvelle fois qu'il y a dans les manifestants, parce que ça fait partie des divergences sur les modes d'action qu'il y a depuis des décennies. Mais est-ce que vous le déplorez ? En fait, je ne le déplore pas, je sais que ça fait partie du truc. Je sais que ça fait partie de chaque mobilisation. Je sais que c'est la réalité, c'est le principe de réalité. Il y a une partie des manifestants qui estiment qu'à des moments, c'est pas la grève, mais c'est des émeutes, il faut s'attaquer à des bâtiments symboliques. Bon, ça fait depuis 60, 80 ans qu'il y a ces désaccords. Ensemble sur ce sujet. Non, mais voilà, on n'est pas d'accord. Mais moi, je dis, nous, on n'en parlera pas à ce genre de mots. C'est notre responsabilité d'organisation syndicale de pouvoir dire très clairement, la manifestation, ça fait partie des modes d'action. La grève est de droit, elle est constitutionnelle et elle nous permet de dire un certain nombre de choses, mais on respecte, et nous respecterons l'ensemble des bâtiments publics, les personnels et les participants, les manifestants. On peut tolérer qu'il y a encore de la casse, qu'il y ait des commerçants le lendemain qui payent les pots cassés, pardon pour l'expression. Il faut le voir avec ceux qui le commettent. Il est leur demander qu'est-ce qu'ils estiment être utile, pourquoi ils le font. En tout cas, nous, on n'appellera pas à ce type d'action, mais on sait que ça fait partie depuis la nuit des temps quasiment. Depuis la nuit des temps quasiment qu'il y a ces divergences dans le mouvement ouvrier. En tout cas, le rôle du service d'ordre, là pour le coup j'insiste, le rôle du service d'ordre c'est de protéger la manifestation. Pour le coup, c'est pas le rôle du service d'ordre d'aller protéger les bâtiments publics ou d'aller, ça c'est pour le coup c'est le travail des forces de l'ordre. Ouais, pour le coup, ça c'est le travail des forces de l'ordre. C'est bien fait. Ouais, voilà, ça c'est pour le coup. Merci de l'éclairage. Non, ce qui est important de faire, c'est la différence. Il y a des manifestants qui revendiquent et qui ont tout à fait le droit de le faire, et puis il y a à côté de ça des délinquants, des voyous, des casseurs. Point final. Voilà. Il faut faire la différence. Et pourquoi je fais la différence ? Parce que je respecte l'opportunité aussi de... Évidemment. Et c'est terrible pour les manifestants, pour ceux qui viennent revendiquer. Parce que je le disais tout à l'heure, ça brouille le message. Mais totalement. Et c'est dommage pour les syndicats, évidemment, et pour les commerçants, auxquels je pense beaucoup, parce qu'évidemment, on essaie autant que faire se peut de protéger les commerçants à l'occasion de ces manifestations. Encore une fois, avec ces Black Blocs qu'on doit à tout prix interpeller, neutraliser. Des commerçants, je vous coupe, mais qui sont d'ailleurs, pour certains, tout à fait alignés avec certaines des revendications des syndicats, et donc ils sont doublement victimes pour certains. Le problème de fond qui est posé aujourd'hui, c'est bien la situation politique dans notre pays, avec un projet de budget qui est fondamentalement injuste. Que vous dénoncez ? Que nous demandons au nouveau Premier ministre, M. Lecornu, de changer, de modifier, non pas avec des mesurettes, mais avec des vrais actes. Et on va regarder ces actes. Nous considérons qu'il doit changer de cap, c'est-à-dire remettre de la justice sociale au cœur du budget. Et c'est ce que demandent les Français. Et c'est ce que demandent toutes les organisations syndicales, avec évidemment des divergences par branche. Mais l'idée est évidemment plus de justice sociale et une dénonciation massive de ce budget qui avait été présenté par François Bayrou. Côté perturbation, j'aimerais qu'on évoque ce qui inquiète au premier chef, évidemment ceux qui nous écoutent, les transports. Philippe Tabarot, ministre démissionnaire des Transports, en conférence de presse hier, rappelait à quel point les perturbations allaient être importantes. Je vous propose qu'on l'écoute et avec cette personne, je vous fais réagir dans la foulée. À la différence de la journée Blocontou du 10 septembre dernier, nous serons dans un mouvement social probablement plus classique, avec une plus forte mobilisation syndicale. Plus forte mobilisation syndicale. Si on va un peu plus dans le détail, Axel Persson, aucun métro ne circulera en dehors des heures de pointe hors ligne automatique, que sont la ligne 1, la ligne 4 et la ligne 14, sur lesquelles on verra normalement un trafic normal. Quelles sont les heures qui sont effectivement considérées comme des heures de pointe ? En général, c'est de 7h à peu près entre 7h et 9h du matin. Et puis le soir, c'est entre 17h et 19h pour faire vite. Le schématisme, c'est ça. Néanmoins, là, il y a un focus sur la RATP parce que c'est l'agglomération parisienne. Mais il y a y compris des réseaux de transport en province qui sont... Tout à fait, on va le dérouler évidemment. Et y compris d'ailleurs, parce que souvent, il y a une confusion, y compris par exemple à Lille où le métro est automatique.
mais les salariés qui pilotent, qui gèrent le métro automatique à distance seront en grève, donc il y aura des perturbations malgré le fait que le métro soit automatique. D'accord, donc le fait que des lignes soient automatisées ne garantit pas toujours la continuité de ce service. Oui, voilà, parce qu'il n'y a pas de conducteurs, mais il y a aussi des salariés qui doivent les gérer, donc s'ils ne sont pas là, soit le trafic est arrêté même si c'est automatique, ou réduit en fonction du nombre de gens présents en poste. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour la RATP, ça sera un mouvement très très fort et très suivi. 90% des conducteurs de métro seront grévistes, 80% du côté des conducteurs de RER. Et c'est très très fort si vous regardez le passé. Ce qui prouve bien que nous sommes dans une situation sociale que les Français appellent à changer. Je me permets un petit point trafic puisque ça intéresse évidemment ceux qui nous écoutent. Le trafic sera très perturbé, vous me dites si je me trompe, sur la ligne 2, la ligne 3, la ligne 5, la 6, la 8, la 11 et la 12, relativement perturbés. Sur la 7, la 9, la 10 et la 13, du côté du RER, le trafic sera fortement perturbé sur les lignes D et E et relativement perturbé, encore une fois, c'est à nuancer, sur la ligne A, B et C. Un élément aussi peut-être sur justement les perturbations. Là, c'est effectivement ce qui est annoncé. Est-ce que les perturbations risquent d'être plus importantes que ce qu'on sait globalement, sauf surprise, ça sera globalement assez conforme à ça, hein, sauf événements imprévus. Par exemple, des gens qui descendent sur les voies ou des choses comme ça, évidemment. Mais globalement, ces prévisions sont plutôt fiables. Ça peut arriver, SNCF ou RATP. Des actes de désobéissance civile qui viennent impacter encore plus le réseau. Tout est possible, encore une fois, avec, entre guillemets, la mouvement Black Box. Pas les manifestants à proprement parler, mais effectivement, tous ces groupuscules qui sont capables de tout, évidemment, et du pire parfois. Parce qu'on sait que c'est ce qui fait le plus peur aux Parisiens, aux Franciliens, de ne pas pouvoir se déplacer demain. Ce qui est important, c'est que, évidemment, les accès métro, etc., seront en même temps protégés par les forces de l'ordre. Ça, c'est des éléments essentiels, des points de fixation importants pour les forces de l'ordre. Et encore une fois, je pense qu'à travers le dispositif mis en place, ce que j'appelle le dispositif sécurité globale sur cette manifestation, encore une fois, le fait ce soit organisé par des organismes syndicaux avec leurs services d'ordre, je le répète bien, et pour assurer monsieur qui me disait tout à l'heure, effectivement, les services d'ordre sont là pour protéger les manifestants et pas les magasins, effectivement, la police et les CRS, c'est-à-dire les compagnies de CRS que vous avez, les équipes de gendarmes mobiles, etc., sont là pour encadrer tout autour, et ensuite vous avez ce que j'appelle les forces mobiles, très mobiles, que sont les braves, que ce sont les CRS 8, 81, 82, 83, qui sont là, évidemment, pour essayer d'éviter que les mouvements Black Bloc viennent perturber la manifestation. C'est un exercice compliqué, croyez-moi. François Delétraz, vous représentez les usagers des transports, vous êtes président de la FNOT. Comment est-ce que c'est vécu? Comment est-ce qu'on analyse déjà les perturbations à venir demain? On le sait, elles seront très importantes. Elles sont très importantes. Ça fait très longtemps que les syndicats sont pas... Ça fait très longtemps que les syndicats sont pour la première fois tous ensemble réunis. Et alors pourquoi est-ce que dans le transport il y a plus de grévistes quasiment qu'ailleurs? C'est parce que le transport est en train de vivre une révolution. À savoir qu'autrefois, on avait deux grandes entreprises en France, qui étaient la SNCF et la RATP pour la région parisienne, et que tout ça est en train de voler en éclats, puisque la concurrence est en train d'arriver, et que pour les salariés, ça a beaucoup d'incidences. Donc le sentiment de ne plus être protégé par leur entreprise est très fort chez les salariés, d'où des taux de grève qui sont très importants. Alors pour les usagers, ça va être compliqué demain. Grâce à la loi de 2007, ils sont obligés de se déclarer 48 heures à l'avance, ce qui permet aux compagnies de transport, qu'elles soient ferroviaires, aériennes ou de transport public de ville, de faire des plans de transport en bonne et due forme. Nous, ce qu'on demande à la FNOT, c'est qu'à l'avenir, la déclaration se fasse 72 heures à l'avance pour que les usagers aient le temps de trouver un plan B si jamais ils doivent absolument voyager. Merci de le rappeler. Une question qui rejoint ce que vous expliquiez. Philippe Tabarot, dans un tweet, rappelait que les choses avaient été mises en place pour que les perturbations soient les moins fortes possibles sur les Parisiens et les Franciliens. Anticipation, réactivité, information. Ces trois mots d'ordre guident notre action pour limiter au maximum l'impact des perturbations pour les usagers. Finalement, on est quand même tenu au taux de grévistes et à la situation sur le terrain, malgré évidemment l'action des pouvoirs publics. Oui, exactement, mais le fait de se déclarer à l'avance, ça permet aux voyageurs de trouver une solution si jamais ils doivent absolument se déplacer. Alors qu'autrefois, avant 2007, on ne savait pas la veille au soir quels seraient les trains et quels seraient les métros qui rouleraient. Aujourd'hui, ça permet une certaine anticipation, voire de prendre sa voiture, voire de faire du covoiturage en cas de besoin extrême.
Mot du télétravail aussi, puisque nous sommes dans un monde du travail de plus en plus flexible, avec des possibilités pour certains métiers, on le rappelle évidemment et on le précise, c'est important de le dire, de faire du télétravail demain. Nous avions interviewé la semaine dernière Benoît Sevilla sur le sujet, il est avocat en droit du travail, on l'écoute. Ou bien on l'écoute tout à l'heure, si on a du mal à le retrouver. Auparavant, ne serait-ce parce que la circulation aujourd'hui sur les routes d'Île-de-France était compliquée. Oui et non, les points de blocage étaient peut-être moins pires que redoutés, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont restées chez elles en télétravail, avec l'autorisation de leur employeur. Donc ça, c'est le nouveau dispositif depuis quelques années qui a quand même beaucoup changé la donne, c'est le télétravail. Et puis, au-delà du télétravail, vous avez tout simplement des salariés qui, à l'avance, posent une journée de congé parce qu'ils ne souhaitent pas effectivement se retrouver dans une situation de complexe pour son travail, sachant qu'une fois de plus, ils peuvent poser un congé payé, mais je le dis, c'est toujours avec l'accord de l'employeur. François Delétraz, est-ce que ça change la donne dans les transports en période de grève, cette possibilité pour certains de mettre en place une journée de télétravail ? Le télétravail a changé la donne, même en situation normale. Par exemple, le vendredi soir n'est plus le jour le plus chargé de la semaine pour la SNCF, c'est le jeudi soir maintenant. Donc vous voyez, ça a une incidence majeure sur tout ce qui arrive. Et effectivement, pour tous les gens qui le peuvent, le télétravail, c'est la solution quand il y a un jour de grève. Mais il y a beaucoup de salariés qui ne peuvent pas faire du télétravail et qui sont obligés de se déplacer. Donc toute la problématique est pour ces gens-là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas de solution demain, qui sont extrêmement entravés par ce mouvement de grève, que ça les empêche d'aller récupérer leurs enfants à l'école, d'aller au travail, qui sont pour certains obligés de poser une journée de congé? Après, moi, ça va pareil. Moi aussi, j'ai des enfants et il me semble que l'école sera en grève, donc on aura les mêmes problématiques à gérer. Mais néanmoins, l'avocat en droit de travail aurait pu préciser une chose. Aujourd'hui, demain, tous les salariés, du public comme du privé, sont couverts par un appel à la grève. Donc personne n'est obligé d'aller au travail demain. Et je pense que tous ceux qui se posent d'aller faire la question du télétravail se posent la mauvaise question et devraient rejoindre le rang des grévistes. Ça, c'est évidemment le seul appel qu'on aura demain. C'est pas aller au travail, c'est de se mettre en grève. Votre appel donc à la mobilisation oui, voilà. Demain. Pas grand-chose à annoncer du côté des aéroports de Paris puisque le principal syndicat a décidé de reporter sa grève, donc pas de blocage massif. J'aimerais qu'on parle des écoles puisque là c'est une toute autre histoire. 45% des professeurs des écoles seront grévistes dans la capitale. On annonce au moins 90 écoles fermées, soit environ 15% du total des écoles fermées. Je parle bien sûr des écoles primaires publiques, pardon. Ça dit quelque chose aussi de... Aujourd'hui, la mobilisation chez les agents publics est très important. Très élevé, tout à fait. On va assister demain à l'une des plus fortes mobilisations dans la fonction publique, aussi bien dans les hôpitaux que dans les collectivités, que dans les services de l'État, et vous parlez des écoles. Ça reflète un malaise. Un malaise le fait que ça qui soit est spécifique. Et suivi par des branches différentes ? Tout à fait. Un malaise spécifique aux agents publics. Et je vais vous citer simplement un exemple, c'est la question salariale, des salaires. Les salaires n'ont pas augmenté en 2024, ils n'ont pas augmenté en 2025 et on nous promet de ne pas les augmenter en 2026, voire en 2027. Ça ne peut pas être comme cela que l'on aborde la question de la fonction publique et des agents publics qui ont besoin d'être reconnus et reconnus aussi par des hausses de salaire. Je ne vais pas faire de comparaison avec l'étranger, mais en Allemagne, il y a des augmentations qui sont négociées. Nous demandons au futur gouvernement de se mettre autour de la table et de négocier nos salaires. C'est indispensable aujourd'hui. On sait à quel point c'est des métiers qui ont besoin d'être revalorisés, aussi sur la fonction justement de l'enseignant, et on sait à quel point c'est important. Si on prend la question des enseignants, et si on les compare avec l'ensemble des enseignants européens, eh bien on verra que les enseignants en France sont moins bien rémunérés. Proportionnellement que ceux de nos collègues des autres pays. Et donc ce malaise, il se double de plein d'autres malaises dans la fonction publique. On a la question du nombre d'emplois. On dit il y a trop de fonctionnaires. Ah ben non, il n'y a pas trop de fonctionnaires. On veut tous plus de lits à l'hôpital, donc il faut des infirmiers et du personnel. On veut plus d'enseignants, plus de policiers. C'est peut-être une question de réorganisation de ces forces. Peut-être, mais globalement, il faut qu'on soit clair, on a besoin de services publics dans notre pays. Et c'est ce que nous disent l'ensemble des Français. Donc, nous, on le porte et on le défend. Bruno Pomar, le fait que toutes les branches soient mobilisées, en fait, on parle depuis le début, quand on évoque cette violence et cette insécurité qui risque d'être présente demain, on parle de casseurs, on parle de Black Bloc. Est-ce que le fait aussi, finalement, que cette masse se mette en mouvement en même temps peut générer un certain nombre d'imprévus, disons ?
pour le dispositif sécuritaire? Je crois que non, parce que vous savez, le schéma du maintien de l'ordre a été révisé depuis les Gilets jaunes d'ailleurs. On a su évoluer malheureusement à cause de ces mouvances Black Bloc, qui ne sont pas les manifestants, je le répète bien, il faut être précis dans les mots. Cette mouvance Black Bloc qui est arrivée depuis les Gilets jaunes, effectivement, a changé les modes opératoires en ce qui concerne, pas totalement, mais en partie les modes opératoires en matière de maintien de l'ordre. Ce qui a créé ces fameuses unités spécialisées qui ont été dénigrées par moments, les Braves, les CRS spécialisés. Ce sont des unités mobiles censées être plus réactives. Et très spécialisées pour, encore une fois, les casseurs, pas pour les manifestants. Les manifestants sont sécurisés par les services d'ordre et également par les forces de police, je dirais traditionnelles. Je pense aux CRS, aux gendarmes mobiles, etc., qui sont là, effectivement, pour faire le tampon. Mais effectivement, pour le nombre, ça pose toujours des problèmes, évidemment, de gestion, puisqu'on annonce environ 5000 perturbateurs, ce qui est énorme. Hein. Donc, il va y avoir une réaction. Je crois, encore une fois, que l'état-major de la préfecture de police, le ministère intérieur, évidemment, est trop habitué, je dirais, à toutes ces manifestations, et c'est réagir avec l'objectif qui est le moins de casse possible, oui, le plan évidemment. de bataille a l'air d'être solide. Une réaction, François Delétraz? Dans le mal-être de la fonction publique, comme le disait M. Barré, dans le transport, il y a un mal-être qui est plus profond et qui n'est pas forcément un mal-être salarial. C'est un mal-être de se dire de quoi sera fait demain. Où serons-nous? Qui va nous employer? Comment on va travailler? Est-ce qu'il y aura des métros automatiques? Donc, vous voyez, c'est toute cette problématique-là qui est vraiment un problème de fond chez les salariés des transports qui va s'exprimer demain. Confirmé, Axel Persson, c'est notre analyse de François Delétraz et oui, après, elle n'est pas forcément propre juste au monde du transport, parce qu'il y a plein d'industries aujourd'hui qui subissent des attaques et des restructurations très violentes. Mais en effet, dans le monde du transport, une des questions principales, c'est pas tant qui va travailler demain, parce qu'on sait qui sait faire rouler les trains, c'est nous, hein, donc ce sera toujours nous. La question, c'est à quelles conditions de travail, quelles conditions de rémunération. Ce seront les mêmes patrons, hein, d'ailleurs, parce que c'est souvent, là, par exemple, dans mon établissement, là, concrètement là où je travaille, à la fin de l'année, au 14 décembre 2026, ils sont en train de restructurer notre établissement de manière à préparer ce qu'ils appellent la filialisation, pour que d'ici 2 ans, on soit transféré de force dans des filiales dans lesquelles on n'aurait plus les mêmes droits et les mêmes conditions de rémunération et de travail qu'aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose qui annonce déjà un conflit dans mon établissement, indépendamment de ce qui va se passer le 18 septembre. On sait déjà que nous, on va poursuivre un conflit sur ces questions-là, qui en plus, par ailleurs, ont un peu des conséquences absurdes, puisque par-delà les conditions de travail, par exemple, moi, à partir de la fin de l'année, je suis habilité, par exemple, à la conduite des trains de banlieue sur la ligne NEU, ainsi que les TER. À la fin de l'année, la direction a dit « À toi, tu seras interdit de conduire les TER, y compris s'il y a une absence inopinée d'un autre conducteur, tu n'auras plus le droit de le conduire parce qu'à partir de maintenant, il faut que chacun soit sur son produit qui sera privatisé. Et donc, si tu es d'un côté à la banlieue, tu conduis que des trains de banlieue, et au TER, même si tu as les formations pour le faire, interdit parce que ça sera privatisé dans un autre marché. Donc, on comprend bien que ça génère autant d'incompréhension, de frustration et donc derrière de colère. Oui, enfin là, pour le coup, la compréhension, elle est très fortement ancrée à quelle est la finalité du projet. Mais évidemment, ça paraît absurde et contraire, mais bien sûr, à nos intérêts même de salariés, mais même dans certains aspects, même de la population générale. C'est une absurdité de dire, par exemple, qu'un conducteur qui est formé à tout, d'un seul coup, on lui dit, au nom de la privatisation, on va t'enlever des compétences. Mais dans la fonction publique, on est devant des problèmes de transformation du travail, de la même façon que ce que vous évoquez. Alors évidemment, ce n'est pas sur les mêmes sujets. On peut prendre la question de la numérisation qui interroge et qui fait que parfois, on se dissocie des usagers parce que ce sont des lignes téléphoniques qui remplacent les conseils donnés. On voit aussi que la transformation du travail avec l'arrivée de l'intelligence artificielle est une question qui est posée devant nous. Et puis, nous, on souhaite améliorer les services publics, les rendre plus proches du terrain et des usagers. Et donc, c'est encore des sujets qui sont différents. Tout à fait. Se présenter à l'occasion du budget. Mais dans le budget, il y a du financement une suppression d'agences qui est envisagée. La suppression d'agences où il y a un certain nombre d'agents publics qui sont envisagés, mais à cette minute-là, on ne sait pas lesquels. Et vous avez une inquiétude qui se développe. Une dernière information, puisqu'elle évidemment concerne les Franciliens et les Parisiens, sur la fermeture des pharmacies dans Paris demain. 98% d'entre elles devraient ne pas ouvrir leurs portes en réaction à la baisse du plafond des remises consenties aux officines. Il y aura également des mobilisations à prévoir à l'hôpital public. Est-ce que la PHP sera également touchée par d'importantes mobilisations ? Oui, la PHP va être touchée comme elle l'a été la semaine dernière. Je crois qu'on sait moins dans quelle proportion que pour d'autres corps.
c'est toujours délicat puisque vous avez un service, je vais dire minimum, qui s'organise pour assurer les questions de santé. Donc c'est toujours on va voir à l'arrivée. Oui, mais oui, un certain nombre d'agents seront mais avec moins d'agents. Mais ce qui me permet de dire par rapport aux pharmacies, c'est que la question des budgets de la sécurité sociale, elle est posée au travers de cette manifestation. On ne peut pas continuer à avoir, par exemple, le doublement des franchises médicales. C'est un problème qui concerne tous les Français et donc tous les habitants de l'Île-de-France. Et on ne peut pas accepter comme ça que ce soit les malades qui payent davantage, et donc les moins riches qui payent davantage leur santé. Une dernière question que j'aimerais vous poser à tous les trois, j'imagine que les réponses seront différentes. Qu'est-ce que sera demain une mobilisation réussie ? Pas pour moi, la mobilisation réussie, c'est avant tout une participation à la grève la plus élevée. D'ailleurs, c'est souvent ça, pour ça, quand on parle des modalités d'action, bien souvent, en fait, ceux qui cherchent avant tout à faire la modalité d'action par les émeutes, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que le meilleur blocage, en réalité, c'est quand les salariés arrêtent de travailler. Parce qu'en fait, si on arrête de travailler, n'importe qui, y compris dans ceux à qui on s'oppose, ils ne peuvent pas faire tourner les hôpitaux, ils ne peuvent pas faire rouler les trains, faire voler les avions, ils ne peuvent pas le faire. Non pas parce qu'ils sont bêtes, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas forcément leurs compétences et pas leur métier. Donc la force du monde du travail, c'est son travail, c'est la capacité d'arrêter le travail. C'est ça la force du monde du travail. Donc une journée demain, c'est une journée où il y a beaucoup de grévistes et beaucoup de grévistes qui se déplacent dans la rue pour manifester. Il y a deux aspects. Il y a le premier aspect, c'est la mobilisation, que ce soit sous forme de grève ou sous forme de participation aux manifestations. Mais il y a aussi la façon dont les élus, et le gouvernement, et le Premier ministre en l'occurrence, va entendre ce que unanimement les organisations syndicales disent, c'est-à-dire on ne peut pas rester avec ce budget injuste. Donc ça c'est l'après finalement, c'est la réception de cette journée de mobilisation. C'est ce qui fera qu'il se passera quelque chose ensuite ou pas. Et donc moi j'appelle ici le Premier ministre à entendre les 8 organisations syndicales qui appellent à changer ce budget. Est-ce que vous êtes optimiste sur le sujet ? Chiche, monsieur Lecornu. Monsieur Lecornu, allez-y, faites des propositions qui fassent que les plus riches payent davantage, qui fassent que la sécurité sociale, on la protège, qui fassent que la fonction publique, les services publics, on les renforce. Est-ce que c'est la direction qu'on semble prendre ? Qu'on abroge la réforme des retraites aussi. Évidemment. Ça serait l'objet d'une émission intégrale qu'on n'a évidemment pas le temps de traiter aujourd'hui. Bruno Pomar, une mobilisation réussie demain, j'imagine, sur le plan sécuritaire. Qui est le moins de violence possible, évidemment. Vous savez, les policiers qui se réveillent tous les matins et ceux qui vont se réveiller demain pour aller sur le terrain, les 80 000 policiers et policières et gendarmes et autres, ne se lèvent pas en pensant qu'ils vont faire des interpellations et ils vont être parfois victimes même de violences parce qu'il y a souvent beaucoup de policiers blessés. Donc l'objectif, effectivement, c'est qu'il y ait le moins de violence possible. C'est ça. Ça sera une vraie manifestation réussie. Mais on compte sur les syndicats pour être de la partie. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci à François Delétraz d'avoir été avec nous en visio. Et je vous propose qu'on passe maintenant à l'entretien culture. Je suis désolée, on vous parle souvent de patrimoine dans cette émission. Parfois, patrimoine et culture se répondent pour offrir des moments de découverte au public francilien. Si tout a commencé dans les chantiers de l'association Arcade, la troupe se produit pour 2 dates à Paris, les 18 et 19 septembre, au Théâtre Saint-Léon. Au programme, l'œuvre de Boris Vian, L'équarrissage. Pour tous, on va en parler avec eux en plateau. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Cyprien Fary, vous êtes metteur en scène, vous êtes accompagné d'Hortense de Froissart, comédienne dans cette pièce. J'ai déjà envie de revenir un petit peu à la jeunesse du projet. Comment est née cette troupe ? Comment est-ce que vous vous êtes tous retrouvés autour de l'amour du théâtre ? Alors déjà, avant même la troupe, il y a eu l'association Arcade, qui a été donc fondée il y a 4 ans par Amaury Gomard, avec 2 objectifs assez simples. Un premier objectif, c'est de réunir des bénévoles entre 18 et 30 ans pour aller sur des chantiers de restauration du patrimoine, des bâtiments assez divers, des abbayes, des châteaux, des chapelles, des forts militaires, et de proposer à ces jeunes dans la mesure du possible évidemment et dans la mesure de leurs moyens, de restaurer ce patrimoine en faisant des travaux de maçonnerie, des travaux de désherbage, de peinture, de charpente également. Ça, c'est un premier objectif, de remettre en valeur ce patrimoine qui est parfois malheureusement dans un mauvais état, et également de tisser du lien social autour de ce lieu, en allant visiter des personnes âgées, des personnes isolées dans les EHPAD, en proposant des jeux pour les enfants dans les villages du coin. Et donc, par la suite, avec la présence de la troupe sur ces chantiers,
qui vient pendant l'été faire des représentations sur ces chantiers donc. Et donc ce sont des membres de l'association qui sont mobilisés pour certains sur les chantiers, qui se produisent le soir dans certains lieux de patrimoine à l'occasion de représentations théâtrales. Alors nous, on est membre de l'association, on est surtout membre de la troupe. D'accord. La troupe est née 1 an après. Et nous, on a participé à quelques chantiers. Mais nous, notre vocation, c'est vraiment de répéter à Paris pendant l'année une pièce de théâtre et d'aller la jouer pendant l'été sur ces chantiers. En itinérance, ouais. Hortense Defrasseur, d'où vient cet amour du théâtre ? Je dirais une réponse assez classique. Je l'ai expérimenté depuis toute jeune. Ça m'a permis, moi qui suis assez timide à l'origine, de m'exprimer. C'est un désinhibeur formidable. Exactement. Et surtout, c'est aussi une occasion de rencontre, comme ça a été cet été, une rencontre à travers cette pièce et ce projet de toutes ces personnes et qui se conclut à Paris. Donc voilà, on a hâte aussi de venir à la rencontre du public parisien. Vous l'avez dit, l'idée c'est de créer du lien social avec les différents publics que vous rencontrez. Quelle est justement la réaction du public ? J'imagine qu'ils sont absolument ravis de ces initiatives, qui découvrent aussi à cette occasion, redécouvrent pour certains des textes, des pièces. Quels sont les retours que vous avez finalement du terrain ? Des retours assez positifs généralement, déjà pour une raison qui n'est pas systématique, mais c'est qu'on va aussi dans des lieux où il n'y a pas toujours énormément, et je dis bien pas toujours parce que des fois on est assez surpris, mais il n'y a pas toujours une offre culturelle très conséquente. Donc les gens, il y a déjà cette première réaction de c'est chouette qu'il y ait des petits jeunes bénévoles qui viennent jusqu'à nous, pour nous proposer une pièce de théâtre, vu que c'est assez rare. Et encore une fois, ça dépend des lieux. Des fois, il y a des lieux qui sont étonnamment actifs culturellement parlant. Après, évidemment, il y a cette première réaction, donc, et il y a la deuxième réaction face à la pièce, qui varie selon la pièce. Les années précédentes, on a joué du classique. Le classique, ça bat du goût de tout le monde. Cette année, on a joué un vaudeville anarchiste, comme l'avait dit Borésian. Forcément, un vaudeville anarchiste, c'est pas du goût de tout le monde. Plus accessible, je pense, que du théâtre classique. Plus populaire aussi. Donc je pense qu'il peut davantage prêter à rire, sans mettre évidemment en question la qualité des grands classiques qu'on a eu l'occasion de jouer les années précédentes. On va évidemment revenir sur ce texte tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne aussi sur votre engagement, puisque derrière le travail qui entoure des prestations comme celles que vous menez, il y a aussi un engagement sur les costumes et les décors. Vous êtes engagé finalement sur toute la partie créative. Chacun. Exactement. Et c'est un projet qui est assez formidable, qui nous permet déjà d'avoir un engagement à l'année, ce qui est important pour nous, jeunes, qui avons beaucoup de sollicitations, d'avoir un engagement et de construire tout notre projet de A à Z. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont été préposées à la mise en scène, comme Cyprien, des personnes qui ont travaillé sur les décors et qui ont sorti quelque chose avec leurs mains. J'imagine la fierté de se dire j'ai produit un costume de théâtre qui aujourd'hui est en itinérance sur les routes de France, dans des lieux de patrimoine, qui va finir à Paris. Ça doit être hyper grisant pour tous ceux qui s'engagent, dont vous évidemment. Exactement. Et en plus de ça, en plus de ces décors, il y a aussi un travail à l'année de positionnement, de rôle, qui nous permet ensuite après d'être fiers de notre travail. Et je ne sais pas ce que tu pourrais en ajouter, Cyprien, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez formidable d'avoir cet engagement qui nous permet aussi de partager avec... c'est la passion du théâtre, c'est de partager finalement notre passion avec d'autres personnes. Et surtout dans cette tournée, avec pour conclusion cette tournée qui a un cadre assez unique, d'aller jouer dans des lieux qui sont différents à chaque fois, qui sont toujours aussi magnifiques les uns que les autres. Ça change radicalement. Alors évidemment, les théâtres c'est super, ça on ne le remettra jamais en question. Mais une fois que les lumières sont éteintes, toutes les salles se ressemblent. Là, pendant la tournée, à chaque soir, on a un lieu différent. Et c'est autant de scènes différentes. Exactement, avec des contraintes différentes. Oui, j'imagine que sur la mise en scène, ça a dû représenter un travail et une flexibilité immense pour réussir à s'adapter justement à ces différents lieux. Oui, tout à fait. Les décoratrices qui ont donc conçu le décor avaient ça comme charge dès le début, le fait de se dire il faut que le décor soit modulable. Parce qu'on n'aura pas toujours les mêmes scènes, on n'aura pas toujours autant de place. Et alors, est-ce que c'est un confort de revenir au théâtre, d'être pour le coup sur les planches d'un théâtre, là au Théâtre Saint-Léon, demain et après-demain? Ça, on le verra demain. Mais oui, a priori, c'est toujours... J'ai beau dire que toutes les salles se ressemblent, c'est toujours hyper gratifiant aussi d'avoir l'occasion de jouer dans une obscurité complète,
pas complète évidemment, mais ça favorise vous aurez tous les codes du théâtre avec vous demain sur scène. Pour conclure, c'est toujours agréable, c'est un certain confort. C'est un certain confort et pour les représentations parisiennes, on est forcément content de le retrouver. J'aimerais qu'on parle de cette pièce que vous avez choisie, l'œuvre de Boris Vian, un texte qui vous a fallu une forme de censure, c'est l'équarrissage pour tous, dans certaines communes où vous vous êtes rendu. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que ça vous surprend et en même temps vous vous dites que c'est pas plus mal que ça suscite des réactions, c'est le but de l'art, c'est le but du théâtre, qu'on se pose des questions, qu'on soit mécontent, qu'on soit absolument ravi, qu'on s'émerveille, c'est le but? Oui. Moi, je veux dire, je suis pas foncièrement surpris et mon but en choisissant cette pièce, ça n'a pas été de diviser. Mais les années précédentes, on avait joué le Bourgeois gentilhomme et le Mariage de Figaro, qui sont aussi des pièces qui ont scandalisé à leur sortie, qui ont provoqué des remous. Je trouve ça... Ça fait partie de l'histoire du théâtre. Voilà, ça fait partie de ça. Et en fait, je trouve ça rassurant et assez satisfaisant de voir qu'aujourd'hui encore, on peut jouer des pièces et que ça suscite les mêmes réactions. Et je pense que dans 200 ans, l'équarrissage pour tous, on n'en parlera plus comme d'une pièce scandaleuse, comme ça a été fait à sa sortie. Justement, Hortense de Froissart, est-ce que ce parfum de scandale qui entoure cette œuvre, ça vous a intimidé ou au contraire, ça vous a grisé, vous a dit non mais c'est génial, c'est un défi supplémentaire finalement? Alors, j'aime beaucoup les débats et je pense que quand on aime l'art, on aime justement l'expression et on aime le questionnement. Et donc finalement, avoir rencontré des personnes en face qui avaient un avis différent de nous, qui était tout à fait louable, ça nous a permis d'échanger, de discuter, de comprendre aussi d'autres points de vue, d'autres réalités. Et c'est ce qu'on veut finalement. Nous, on veut partager une passion et on sait que ça se fait autour d'un échange. Et donc, tout naturellement, nous, c'est quelque chose aussi d'assez grisant. De se dire, en fait, on vient proposer quelque chose, que ça plaise ou non, mais on vient aussi échanger avec tout le monde. Donc, à la sortie du théâtre ou de la scène, on a envie d'échanger avec les personnes et parfois même, on a juste envie d'écouter en fait, ce que l'autre a à nous dire. On va à la rencontre en fait, des gens. Et c'est ça qui est génial avec le théâtre, c'est qu'on vient proposer quelque chose et on vient aussi avoir différents retours et différents points de vue, comme on l'aura demain et après-demain. J'en doute pas une seconde. On va parler justement de ce texte. C'est une farce anarchiste qui a été écrite en 1947 sur fond de libération par les Alliés. Plus précisément, elle se passe le jour du débarquement. En tout cas, on est vraiment dans cette faille spatio-temporelle. C'est une satire antimilitariste. Les thèmes auxquels s'attaque l'auteur sont assez évidents. C'est la guerre, la famille et puis une certaine dénonciation de la civilisation américaine et de son impérialisme puritain. Et à l'époque, déjà, il y a un peu deux clans, ça divise, c'est intéressant. Il y a Cocteau, par exemple, qui est un défenseur absolument unanime de cette pièce, qui la trouve formidable et passionnante. À côté, on a plutôt des détracteurs et on se rend compte que déjà, elle fait parler. Pour ce qui est de l'histoire, c'est un équarrisseur totalement indifférent au sort de son pays et à ce qui l'entoure. Ça, déjà, c'est génial. C'est-à-dire se dire, on est dans un contexte où tout le monde devrait être omnibulé par ce qui se passe. Et non, il y a un homme qui s'en fout. Mais c'est ce que je trouve formidable dans cette pièce, c'est que justement tout le monde s'en fout, pas seulement les caresseurs, mais tout le monde, même les soldats qui sont venus pour débarquer s'en foutent. C'est ce que je trouve formidable, c'est que la pièce, en fait, en voulant parler de la guerre, ne parle pas de la guerre, elle en fait un non-sujet. Le sujet finalement, c'est pas le débarquement, c'est pas la guerre, c'est pas la libération, c'est le mariage de sa fille. Qui est joué par Hortense d'ailleurs sur scène. Et d'un soldat allemand. Et d'un soldat allemand. Dont l'union est déjà consommée depuis à peu près 4 ans. Donc là, il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont là pour nourrir évidemment le comique. Évidemment sont invités à cette union, sinon c'est pas drôle, une autre de ses filles qui est parachutiste dans l'armée rouge et son fils parachutiste dans l'armée américaine. En fait, il y a tous les éléments du comique aussi. Il y a tout. C'est un formidable foutoir en fait cette pièce. Tout le monde passe, tout le monde se bagarre, tout le monde donne son avis sur tout. Et en fait, il y a bien une seule chose dont on ne parle pas dans cette pièce, c'est la guerre. C'est la guerre. Au final. Qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage que vous interprétez ? Alors écoutez, ça a été une découverte puisque Cyprien nous a attribué ces rôles-là. Et donc on a pu appréhender notre personnage chacun au tout début de l'année et essayer de s'identifier à lui. Ce qui m'a beaucoup questionnée, c'était justement cette position indifférente finalement, même de la fiancée face au mariage et face à son mari, futur mari. Et puis ce que j'ai apprécié quand même, c'était justement ce caractère-là finalement assez docile,
d'une part, mais aussi de l'autre. Finalement, dans cette indifférence-là, il y a une forme de force en fait de cette femme qui va résister à sa famille et qui va résister aussi à son homme, et donc qui n'a pas forcément envie de se marier avec lui. Donc finalement, on a peut-être la jeunesse d'une femme qui s'exprime et qui s'affirme. Exactement. C'est totalement irrévérencieux, c'est un peu absurde, voire loufoque. C'est piquant, sans jamais basculer dans une méchanceté qui serait une méchanceté gratuite. Comment est-ce qu'on met ça en scène? Qu'est-ce qui vous a guidé? Je pense qu'il y a un certain détachement à avoir vis-à-vis. Donc ça vous guide vraiment, dans le texte on l'a, mais ce détachement il faut se l'approprier pour la mise en scène. Oui, et notamment vis-à-vis des personnages. C'est ce que je trouve très drôle, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment de héros dans cette pièce. Tous les personnages sont un peu des clampins. Et il faut tous les prendre avec une certaine distance, s'y attacher pour ce qu'ils sont, sans essayer d'en faire des héros. Donc, personne n'est là, personne ne comprend vraiment pourquoi il est là, personne ne comprend ce qu'il fout ici. Il y a juste des gens qui se baladent avec leurs idées en tête, leur mari ou leur mariage, mais les soldats débarquent sans savoir ce qu'ils foutent ici, sans savoir contre qui ils vont se battre. Et c'est ça qui fait la force. Voilà, c'est un grand manège où les gens circulent comme ça, en allant de ci, de là, sans rien faire de vraiment héroïque, sans vraiment rien faire de beau. Voilà, c'est ce que je trouve très drôle, notamment dans cette pièce. Qu'est-ce qui nous fera dire demain que le pari est réussi? Qu'est-ce qui nous fera dire demain que le pari est réussi? Les rires, déjà. Déjà les rires, et puis surtout de l'avoir fait, de l'avoir tenu, parce que cette pièce, vous l'imaginez, elle est compliquée à être mise en scène. En effet, ça circule dans tous les sens. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de sorties par la fenêtre, par la porte, et que je me barre, et que je tombe dans la fosse, et qu'il y a une explosion. Ça a été un défi de chaque instant sur la mise en scène, et puis on l'a compris, dans des théâtres d'opération, sans mauvais jeu de mots, qui ont pu être toujours plus challengeants. On a hâte de vous découvrir sur scène demain et vendredi. Ça sera au théâtre Saint-Léon. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce projet, cet engagement aussi de la troupe Les Arcadiens. Et puis ce travail que vous mènerez sur scène. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir de vous avoir dans l'entretien culture. Et on passe tout de suite à l'art de vivre. Merci. La rentrée s'accompagne souvent de son lot de résolutions et en tête de liste, la reprise du sport, la remise en forme, vous me voyez venir. Les salles de sport sont nombreuses à essayer d'alpaguer les Parisiens et Franciliens en quête d'un corps plus sain, mais peu sont capables d'offrir des prestations haut de gamme et un accompagnement personnalisé. On va parler d'une salle qui coche toutes les cases, c'est l'Usine. 3 salles dans le centre de Paris et un homme derrière qui dirige ces salles. Patrick Rizzo, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes cofondateur et co-directeur des clubs de sport. Oui. L'Usine. Comment est-ce que vous expliquez, avant toute chose, cette prise de conscience qu'on a tous, elle arrive en septembre, mais elle est aussi là beaucoup au 1er janvier, il faut absolument que je me remette au sport, c'est plus possible. Alors, elle est un peu datée. D'accord. Parce qu'en réalité, si vous voulez, c'est un peu comme, vous savez, dans les années 60, toutes les entreprises fermaient au mois d'août et la France s'arrêtait en un mois. Et puis après, on reprenait. En réalité, ça, c'est un peu une image qui date des années 90. C'est-à-dire qu'en réalité, des inscriptions, il y en a toute l'année. Voilà, et je vous expliquerai pourquoi. Est-ce qu'on doit s'en réjouir ? Oui, on doit clairement s'en réjouir. On doit clairement se réjouir qu'aujourd'hui, on a un taux de sportivité régulière qui tourne aux alentours de 30% des adultes, ce qui est déjà beaucoup mieux en quelques années que les cas. On progresse un peu trop lentement à mon goût, mais clairement, il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui. Et puis, j'allais dire, quand j'écoutais les interventions précédentes, finalement, quel est le capital le plus important de tout, qui dépasse tous les autres capitaux? Il faut miser sur notre santé. Votre santé, votre vie, votre corps. Votre capital fondamental, c'est votre corps. Parce que le jour où vous perdez la santé, vous perdez tout. Et donc, si vous voulez, cette espèce de choses qui infusent avec quand même un certain nombre d'observations scientifiques qui ont énormément progressé et qui prouvent aujourd'hui que le meilleur médicament... C'est l'activité physique. C'est l'activité sportive et physique. Par contre, parfois, on a peur de commencer, on ne sait pas par quel bout prendre justement cette activité physique. Et puis on se dit, j'ai besoin d'un accompagnement, mais je ne sais pas exactement où je peux le trouver, je ne sais pas ni ce dont j'ai besoin, ni ce dont j'ai envie. Oui, alors effectivement, plus le sport est un souvenir ancien, c'est-à-dire vous avez fait jeune, vous vous êtes arrêté pour plein de raisons, plus effectivement, à la fois, il faut retrouver l'envie d'en faire,
Et c'est pas en vous épuisant sur un marathon après ne pas avoir fait de sport pendant 20 ans que vous allez... C'est pas une bonne idée. Hein. C'est une très mauvaise idée à la fois au niveau physiologique et au niveau mental. Donc ça demande évidemment, en fonction de votre passé, de qui vous avez été jeune, de votre état actuel, de votre emploi du temps, de vos envies. C'est une sorte de cartographie de notre potentiel physique qui nous permet de savoir comment on va reprendre. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a la chance dans les clubs que j'ai cofondés d'avoir carrément presque une session de plus d'1 heure où avec plein d'appareils un petit peu, mais très efficaces, on peut mesurer à la limite quels sont vos défauts articulaires, votre composition corporelle. Et donc ce dont on a besoin derrière. Ce dont on a besoin, mais ce dont aussi vous avez envie. Parce que tout le monde n'a pas envie de transpirer de la même manière, tout le monde doit trouver chaussure à son pied. Et c'est le grand avantage, j'allais dire, des clubs comme le nôtre qui, à mon avis, ont des années, des décennies de succès à venir, c'est d'être des clubs généralistes, en fin de compte. Oui, parce qu'on peut évidemment... profiter d'appareils de musculation. On les voit d'ailleurs à l'image, qui sont, on le rappellera tout à l'heure, mais évidemment haut de gamme, avec des matériaux qui sont soignés et derrière le meilleur de la technologie qui les accompagne. Mais on peut aussi participer à des cours collectifs qui sont ceux qu'on pourrait trouver dans les meilleurs studios dans le monde. Voilà, 7 sortes de yoga différents, 7 sortes de pilates différents, des cours très durs, du matériel. Et puis, si vous n'avez rien envie de faire un jour parce que vous êtes un peu enrhumé et que vous voulez combattre votre rhume de manière efficace, le sauna. Le sauna, c'est un très bon médicament naturel. C'est du sport, le sauna ? C'est du sport. Je veux dire par là qu'en fonction de votre état, vous avez plus ou moins d'envie, de dynamisme, vous êtes plus ou moins en forme. Et donc il faut s'écouter, c'est ce que vous nous dites aussi. Il faut s'écouter. Et puis, par définition, on est des omnivores. Et il faut en déduire que nous sommes des omnisports. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de ne faire qu'une activité. Moi, j'ai plein d'amis d'enfance qui faisaient que courir, que courir. Aujourd'hui, ils ont tous des hanches et des genoux en plastique. Oui, parce que ça abîme le corps. Mais bien sûr, le corps, il est fait... bien sûr qu'on peut avoir une attirance, mais le corps, il est fait pour s'étirer à certains moments. Et plus vous avancez dans l'âge, plus vous... un bon âge, plus vous avez une chance de gagner en espérance de qualité de vie. Aujourd'hui, je veux dire, ce qui est quand même incroyable, c'est que le meilleur garant de la longévité, c'est la masse musculaire. C'est-à-dire, c'est pas Hulk, c'est-à-dire d'avoir une masse musculaire maintenue, ça vous donne 10 à 15 ans d'espérance de vie supplémentaire. Et dans de meilleures conditions surtout. Et dans de meilleures conditions, et c'est à tout âge que c'est valable, l'ostéoporose, etc. On est même aux États-Unis en train d'arriver à des études qui sont quand même assez intéressante sur Alzheimer, la manière dont le sport, par toutes les connexions, tout le travail chimique qui se fait au moment du sport, sans s'épuiser, vient stimuler les oui, les et tout à fait, est un médicament, y compris pour Alzheimer. Donc, mais effectivement, comme vous le dites, il faut surtout faire de l'accompagnement. Et ce que je regrette un peu, évidemment, dans le développement d'une partie de notre secteur d'activité, c'est qu'il n'y a rien de pire que d'être seul. Alors, c'est pas très grave quand on a 20 ans, 25 ans, mais quand on a une quarantaine d'années et qu'on doit se faire... Qu'on a des pathologies particulières, ça peut être plus compliqué. Et ce qui est complètement incroyable, c'est que nous, on a eu la chance de rester ouvert pendant le Covid. On a gagné contre la préfecture de police. J'ai vu arriver, évidemment, on était autorisé à recevoir des gens qui avaient des affections... Oui, mais d'autres extérieurs qui avaient des affections longue durée, des gens que je voyais normaux, mais en réalité qui me disaient « je suis en prédiabète, j'ai un petit problème coronarien, j'ai des choses comme ça », des gens pour qui le sport est un véritable médicament. Et puis n'oublions pas l'essentiel, je veux dire par rapport à la situation que vous décriviez tout à l'heure, on est clairement, je veux dire, c'est le meilleur antidépresseur. Sinon, vous vous foutez par la fenêtre. Je veux dire, aujourd'hui, il faut trouver des moments pour soi. Il faut être résistant. On parle des taux d'anxiété aujourd'hui dans la société, chez les jeunes. Vous croyez que le sport est un médicament aussi contre le stress, l'anxiété ? Oui, mais alors ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a une véritable fracture, c'est pas la seule en France, c'est que si vous voulez, il y a vraiment des jeunes, grâce à leurs parents, parce qu'ils ont envie, qui se bougent, qui ont de l'énergie, et malheureusement, il y a toute une jeunesse qui est un peu en train de sombrer dans une forme de passivité, accompagnée d'obésité aussi, et cela, c'est pour ça que je demande à l'État de se concentrer sur les scolaires, l'école. Parce que l'amour du sport, ça commence assez tôt, et la mémoire dont vous nous parliez tout à l'heure. La mémoire, et je dirais qu'on fabrique son envie de faire du sport et donc sa santé future entre l'âge de 7 ans et de 14 ans. Donc quand on est parent, que vous fassiez de la danse, du judo, du foot, peu importe, il
faut donner à la fois l'envie, en termes de discipline, de volonté, vous déclenchez toute une série de phénomènes à la fois sociaux vis-à-vis de vos petits copains, vous devenez discipliné, d'interagir. Si vous n'avez plus la chance d'avoir un papa à la maison, ben, votre entraîneur, votre prof de sport redevient un peu votre papa, une figure d'autorité. Donc si vous voulez, il y a tellement à faire. Et que l'État nous laisse nous occuper des adultes. Il a déjà suffisamment de travail avec les enfants pour que nous, on s'occupe des adultes. Alors justement, quand on s'occupe des adultes, j'avais une question qui peut être un peu particulière sur l'importance du beau. Pourquoi est-ce que c'est important aussi de proposer des salles de sport où on s'y sent bien, où on prend plaisir à venir, puisque ce n'est pas uniquement une zone d'effort? Oui, ben, si vous voulez avoir envie d'y aller, si vous voulez en plus avoir envie que ça rentre dans votre vie quotidienne, vous espérez que ça sente plutôt bon à l'intérieur, que vous ne soyez pas à 15 sur une machine, et qu'il y ait plutôt une décoration qui soit apaisante, qui soit agréable, qui fasse qu'on se sente un peu comme chez soi. Et donc c'est hyper important, parce que si vous voulez, le cadre est essentiel. Et malheureusement, dans le développement de ce secteur, qui est quand même relativement récent par rapport aux pays anglo-saxons, on a souvent fait des choses avec... Du bas de gamme non, pas du bas de gamme, mais du pur fonctionnel. Et ça ne suffit pas. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Je veux dire par là qu'il y a des gens qui le font naturellement. Parce qu'ils adorent ça. Parce qu'ils adorent ça et qui ne se sont jamais arrêtés. Et puis il y a des gens qui ont besoin de revenir par la petite porte, qui ont envie d'être bien, qui ont envie d'avoir des gens qui leur disent bonjour, qui ont envie d'avoir un et puis un accompagnement, on le parlait, c'est très important. Qui ont envie d'avoir des moments où ils comprennent ce qu'ils font et pas être perdus dans une espèce d'usine, mais c'est un peu pour ça. Alors justement, je voulais vous poser une question. C'était un pied de nez. Ça peut faire peur, pardon. Hein. Non, parce que c'est un pied de nez. Alors on a pris un risque au départ, mais on sait très bien que c'est l'inverse. On la vit plutôt dans là où on refait, on fabrique, on reforge les corps, plutôt que dans... Il y a d'ailleurs des espaces de musculation qui s'appellent la forge. Oui, tout à fait. Et c'est là où encore, si vous voulez, c'est très bien de pouvoir à un moment, pour certains, peut-être plus jeunes, avoir envie de forcer un peu, mais vous ne pouvez pas faire ça tout le temps. Donc, si vous voulez, c'est un peu le problème. On voit en ce moment des studios de pilates qui se développent absolument partout. C'est incroyable, le volume de studios de pilates et de yoga. J'ai connu des studios de powerplate, vous savez, la machine qui vibrait, qui fait quand même... Maman, si tu nous regardes. L'électrostimulation, ça allait être fantastique. On allait avoir des plaquettes de choses. Voilà. Donc vous ne croyez pas au pilates? Moi, j'y crois. Non. C'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y en ait un nombre normal par rapport à la population. Là, tout le monde s'est mis à faire de ça. Et puis, n'oublions pas que le docteur Pilates, en réalité, avait fondé sa méthode juste après la Première Guerre mondiale pour je dis, rééduquer des gens qui avaient été gravement blessés pendant la guerre. Donc, si vous voulez, je ne dis pas que l'activité n'est pas bonne, mais... Elle vise à vraiment réintroduire, remettre des gens dans le sport, et ça, on ne peut pas faire que ça. Donc, si vous voulez un jour faire du cycling, aller à un studio de pilates, de yoga, etc. C'est possible à l'usine. Avec aussi des masterclass et des propositions plus événementialisées. Voilà, c'est-à-dire qu'on a aussi des choses plus comme holistiques, sensorielles. On a tous les 15 jours des cours longs de Kundalini, ou alors il faut rentrer dans un monde qui est... Ça aussi, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ça peut, mais c'est pas obligatoire. Vous avez des stages de Breath in Paris où vous respirez avec une spécialiste et pendant 1h30, et puis vous avez des masterclass de pilates, etc. Donc après, vous choisissez à la carte en fonction de votre forme, en fonction de... Et sur un rapport qualité-prix qui est bien supérieur à celui qui consisterait aller dans un studio de vélo, un studio de ceci. Là, pour une clientèle malgré tout haut de gamme, qui par exemple, en faisant du gainage, peut lire le Figaro. Exactement. Je l'ai déjà vu. Oui, on est abonné au Figaro, mais il ne faut pas le dire, c'est vrai. Voilà, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, l'important, c'est d'être bien, et l'important, c'est, je pense, ce qui me fait un peu, là où je suis un peu triste, c'est que il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas... je veux dire, c'est au moment difficile, on doit se dire qu'est-ce qui est important pour moi, mes enfants, mes parents, qui vous voulez. L'important, c'est de garder une bonne santé. Et l'important, c'est de comprendre que le sport, mais c'est un outil absolument fantastique pour rester dynamique, en bonne santé, et pour vivre mieux. Et puis, vous sortez d'une bonne séance de sport, vous êtes bien éclaté, vous voyez sur le Figaro des bonnes et des mauvaises nouvelles. Mais on se sent quand même mieux dans sa tête. Et c'est marrant, les mauvaises nouvelles glissent parce que vous dites, je suis quand même bien.
Merci de nous avoir remis les pendules à l'heure sur la nécessité de d'avoir remis le capital, le vrai capital au centre de cette boule d'événements et cette boule économique. Le capital santé, votre capital, c'est votre corps. C'est notre corps. Merci beaucoup Patrick Rizaud d'être venu nous parler de votre engagement et des salles de sport, l'usine. Moi, je vous dis évidemment à demain sur Le Figaro, 19h, dans Bienvenue en Ile-de-France. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée.